Je suis ravie que vous ayez été nombreux à répondre à cette invitation. Voilà, c'est une première pour nous ce soir. Et, on est très content de le faire, très contente aussi. Bon, bah écoutez, voilà, on a attendu les 5 petites minutes voilà, réglementaires. Donc maintenant, on va démarrer dans le vif du sujet. Donc, bienvenue à tous ce soir. Je m'appelle Laetitia Desmazières, donc je suis architecte. J'ai pratiqué pendant plus de 10 ans en agence et je suis aussi donc consultante en ressources humaines au sein du pôle architecture. Avec moi ce soir pour co-animer donc Marie-Pierre Blanc, qui est elle aussi architecte et directrice associée. Et puis, nous avons aussi donc Dominique Noël, architecte et directrice associée, qui va jouer le rôle de modératrice ce soir sur les questions-réponses. Donc, le chat ce soir est pour poser des questions d'ordre technique, vraiment de problèmes techniques. Voilà, si vous avez des questions au fur et à mesure de notre présentation, posez-les en bas de votre écran dans le petit onglet Q et R. Donc, Dominique va les traiter au fur et à mesure et à la fin de la présentation, elle nous les posera pour qu'on puisse y répondre. Voilà, ça évite de découper, de morceler la présentation et du coup de perdre le fil du webinaire. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, voilà, nous sommes donc Archibat RH, 30 ans d'expérience dans le recrutement pour les agences d'architecture, pour les architectes et surtout maintenant étendu à l'ensemble des métiers de la construction. Donc l'architecture d'intérieur, l'ingénierie, tout ce qui est aussi fonction support, donc ça peut être un chargé du développement ou les assistantes techniques. Voilà, on s'adresse vraiment à tout l'univers de la construction. Donc 30 ans, c'est aussi pas mal de recul sur le métier, pas mal de recul sur l'évolution du recrutement. Et en ce moment, voilà, un contexte économique compliqué, inattendu et beaucoup de difficultés, surtout pour les jeunes diplômés et les architectes juniors entre 0 et 3 ans. Voilà, on voit bien qu'en ce moment, c'est très difficile de trouver un emploi. Et on s'est dit que du coup, c'était peut-être le bon moment de mettre à profit nos connaissances et puis pour les partager avec vous sur le thème du CV et du book, voilà, pour vous aider à avoir une candidature pertinente, surtout en ce moment où sur les postes, il y a évidemment beaucoup de concurrence. On avait axé ce webinaire plutôt sur les profils juniors, mais bien évidemment, si vous avez plus d'expérience, vous êtes les bienvenus ce soir. On a tout un tas de conseils qui s'appliquent vraiment à les courtes expériences et les longues expériences professionnelles sans aucun souci. L'objectif de ce soir, c'est de se donner des clés pour construire une bonne candidature. C'est une candidature structurée et complète, un CV et un book. La première partie va être axée sur le CV, c'est Marie-Pierre qui va vous en parler. Moi, je vous parlerai du book à la suite. Et comme je vous le disais, le webinaire va se terminer donc avec les questions-réponses et ce sera donc animé par Dominique et Marie-Pierre et moi y répondrons. Donc voilà, maintenant ça démarre. Je laisse la parole à Marie-Pierre. Marie, ton micro. Voilà, j'ai maintenant le micro. Désolée, je vous redis donc bonsoir à tous. Le sujet que je vais évoquer avec vous ce soir, c'est donc celui de votre CV dans un premier temps. Donc, on a, comme le disait Laetitia, axé ce webinaire ici sur les profils juniors. Architecte, junior. Donc, junior, c'est de 0 à 3 ans d'expérience, à peu près. Donc, on est sur des CV d'architectes où on va parler beaucoup de vos projets, mais aussi, sans oublier, de focaliser aussi sur vos compétences. Et bien sûr, en synergie avec le portfolio, c'est ça qui fait aussi la spécificité d'un profil d'architecte, c'est qu'il fonctionne en synergie CV et portfolio. Alors, on va traiter différents sujets. Le premier, ça sera les aspects stratégiques du CV.
Ensuite, la structure du CV, ses différentes parties. Ensuite, on fera un focus sur la partie expérience. C'est la plus grande partie, elle vaut qu'on s'y intéresse plus particulièrement. Ensuite, nous regarderons tout ce qui est hobby, vos activités extra-professionnelles, si on les met ou pas. Ensuite, le design, la mise en page du CV, c'est-à-dire la question de sa lisibilité. Et ensuite, nous parlerons de la photo pour savoir si on doit en mettre une ou pas. Et ensuite, et finalement, nous parlerons du CV en anglais. La question nous a été posée là, avant la préparation du webinaire. Je pense que c'est un sujet effectivement qui peut être intéressant. Comment faire son CV anglophone. Voilà. Alors, je commence ma première partie sur la stratégie qui découle, enfin, qu'on doit mettre en place pour construire son CV. Alors, le CV, évidemment, curriculum vitae, ça veut dire le cours de ma vie, hein, on fait tous du latin, mais on va quand même éviter de faire un roman avec tout ça. On va éviter aussi de faire des listes trop arides, parce qu'on voit des CV où on a la liste des employeurs, la liste des projets, ou la liste de certaines choses, ou une composition de liste. En fait, il va falloir suivre un chemin un peu entre deux. On a une structure et on a des contenus, mais on n'est ni trop squelettique, ni trop opulent. Donc, c'est une composition stratégique qui demande un travail de réflexion en amont. Il faut bien garder en tête l'objectif final de votre CV, qui est quand même de trouver un poste. Donc, trouver un poste, ça veut dire bien mettre en avant ses compétences et permettre une parfaite lisibilité de celle-ci. Alors, on va voir comment on peut structurer un CV, c'est-à-dire organiser, ordonner tous ces contenus. Alors, cette structure, elle doit absolument sauter aux yeux. Il faut que les différentes parties du CV soient visibles très facilement, qu'on n'aille pas chercher « Ah, mais quelle est sa formation ?» Il faut que ça soit vraiment très clairement visible. Ou qu'on ne cherche pas vos expériences, qu'on les trouve assez rapidement. Donc, on va détailler un petit peu les grandes parties que l'on trouve dans le CV. La première, c'est évidemment l'état civil et les informations de contact. Donc, il est évident que vos noms et prénoms doivent figurer. Après, il y a une question de taille. Ne soyez peut-être pas trop large en taille, mais il faut quand même qu'on les voit bien. Ce qui est obligatoire, c'est évidemment de mettre quand même le téléphone et l'email. Ça, c'est une certitude. En revanche, pour l'adresse, maintenant, ça tend un petit peu à disparaître. C'est vrai que c'est une information qui peut être un possible sujet de discrimination. Donc, on voit pas mal de CV maintenant où ça ne figure pas. Bon, là-dessus, pourquoi pas, je comprends. Dans certains cas, l'adresse peut être un plus parce que, par exemple, quand vous envoyez votre CV à un cabinet de recrutement comme Archibat, nous avons des postes situés partout. Donc, on va parfois faire quand même être intéressé par l'adresse pour pouvoir simplement vous proposer des postes qui sont à proximité. Ou quand une agence qui se trouve très, très loin, hors de Paris, cherche quelqu'un, pour nous, chercher avec le critère de l'adresse, ça peut être intéressant. Mais bon, je vous dis, franchement, ce n'est pas obligatoire. De même pour l'âge. Alors, c'est tout à fait optionnel de mettre son âge ou sa date de naissance. Là, nous sommes sur un public plutôt junior, donc de toute façon, à partir de votre date de diplôme, ou voilà, on trouve à peu près votre âge, donc ce n'est pas quelque chose que vous devez mettre obligatoirement. Moi, après, je trouve personnellement que ça donne une petite impression de transparence, si on peut mettre la date de naissance. Mais ce n'est
vraiment selon votre conviction personnelle, et je dirais ça ne gêne pas si elle n'y est pas. Hein. Voilà. Alors, ensuite, on peut faire un pré-paragraphe avant de détailler la formation et les expériences. On peut faire une petite exergue dans le CV où vous allez pouvoir mettre peut-être un petit peu vos points forts, vos objectifs professionnels, quelque chose de court. Hein. C'est une ou deux phrases, c'est architecte DE ou jeune diplômé, et puis vous mettez quand même peut-être une ou deux phrases qui vous paraissent vous caractériser particulièrement. Alors, il ne faut pas que ça soit un lieu commun, il faut que ça ait quand même un petit aspect intéressant et personnel. Si vous n'y arrivez pas, bon, ce n'est pas gravissime, mais c'est un petit plus. C'est un petit plus. Alors ensuite, on arrive à la formation. Donc, la formation, il faut la synthétiser quand même, c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre vos diplômes les plus anciens. Bon, vous pouvez mettre le bac, mais vraiment, voilà. Ensuite, vous n'allez pas mettre, par exemple, le DEFA si vous avez déjà votre diplôme. Et de façon générale, vous allez rajouter éventuellement d'autres diplômes s'ils amènent vraiment quelque chose, s'ils donnent des compétences supplémentaires. Si vous aviez fait je sais pas, un BTS avant en archi d'intérieur, ou si vous avez fait d'autres formations, peut-être, je ne sais pas, en menuiserie, ou là, ça apporte quelque chose, vous les mettrez. Mais sinon, la formation, il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Une des idées de la structure du CV, c'est quand même, si possible, d'avoir une expérience plus large, plus développée, plus grande que la formation. Donc, n'en rajoutez pas trop sur la formation. Ensuite, nous parlerons après, parce que c'est le sujet le plus important, du bloc de description des expériences. On va en parler juste après et on va développer plus particulièrement là-dessus parce que c'est vrai que c'est quand même le cœur du CV. Et puis, tout à la fin, on peut, si on le souhaite, mettre des activités professionnelles, extra-professionnelles, des hobbies, des passions, du bénévolat, des talents particuliers. On peut le faire. On en parlera également après. Donc là, j'ai cité les grands blocs qui constituent la structure du CV. Je voulais juste donner quand même aussi une petite information sur la longueur du CV. C'est une page, pas plus quand on est junior. C'est en PDF, parce que c'est le format le plus léger, le plus pratique. Et c'est si possible peut-être aussi en format portrait. Ça, on en parlera peut-être en parlant du design. Le format portrait est quand même le plus sûr, on va dire. Voilà. Donc, maintenant, nous allons nous focaliser sur la description de vos expériences, vos différentes expériences. Alors, elles peuvent s'organiser de différentes manières, mais on va aller là droit au but. Nous, ce que l'on conseille et ce qui s'avère quand même vraiment le plus efficace, c'est l'ordre antéchronologique. Donc, par agence, en ordre antéchronologique. Vos dernières expériences, ce sont les meilleures, celles où vous avez plus de responsabilités, c'est celles qu'on doit voir en premier, donc elles viennent devant. Je citerai juste, donc type de programme, c'est en fait les genres de projets, mais c'est plus pour des profils seniors, et thème, ça peut être utile si vous avez par exemple une activité libérale, des projets que vous faites pour vous-même, à composer avec une activité salariée. Là, vous pouvez faire deux thèmes. Voilà. Ensuite, maintenant, on va voir comment valoriser vos expériences. Alors, valoriser vos expériences, pourquoi? Parce que à la lecture de ce CV, on doit voir émerger, le lecteur, le recruteur doit vraiment voir émerger vos vraies compétences à vous. Donc, lorsque vous allez détailler vos expériences, donc classées par agence, vous allez toujours prendre soin de décrire votre travail à vous et de le traduire en compétences.
Ça veut dire que vous allez préciser à quelle phase du projet vous êtes intervenu, si vous avez fait des détails, si c'était un concours, si vous êtes… Même des petites choses que vous avez pu faire, même si vous avez travaillé sur les vestiaires ou des choses très modestes, ça vaut toujours le coup d'être quand même précisé. Précisez votre travail pour chaque projet, parce que ce qu'on cherche, c'est à savoir ce que vous avez fait. Donc, il y a des compétences qui vont transparaître directement à travers vos expériences. Il y en a d'autres que vous pourrez peut-être aussi glisser dans vos hobbies, par exemple. Certains types d'expériences qu'on appelle les soft skills vont peut-être aller ailleurs. Mais en tout cas, dans les expériences, on va essayer de ressortir des compétences très opérationnelles que les employeurs, les architectes recherchent, même dans un junior. Alors, pour la rédaction de cette partie, on va donc procéder agence par agence, et à chaque fois, il faudra que vous mettiez un certain nombre d'informations. Donc, il y a le nom de l'agence, peut-être son type d'activité, si ce n'est pas une agence d'architecture, si c'est, je ne sais pas, une société qui fait des relevés ou qui travaille sur l'efficacité énergétique. Enfin, mettez un petit quelque chose. Peut-être la situer aussi, donner la ville. Ce qui est important, c'est de donner des dates. Et les dates, ça veut dire mois, année, pour qu'on voit quand même si c'est une expérience de 15 jours ou de 6 mois. Ça compte. Donc, mettez mois et année. Il faut que vous donniez votre rôle à vous, votre soit assistant, chef de projet, assistant, dessinateur. Bon, mettez quelque chose qui montre un petit peu ce que vous avez fait. Et puis, donc ça, globalement. Et ensuite, vous détaillez chaque projet auquel vous avez participé, pas forcément tous. Le but est quand même de citer les projets sur lesquels vous avez fait le travail peut-être le plus intéressant, mais évidemment, tout travail peut être intéressant, même si vous avez fait la nomenclature des portes vitrées, ou c'est des choses que vous pouvez mettre. C'est intéressant, ne vous limitez pas à des projets où vous avez fait de la conception, surtout pas. Donc, vous citez les projets avec peut-être leur nom, leur localisation. Quelques chiffres, c'est toujours bien. Savoir si vous avez travaillé sur 12 logements ou sur 40 logements, ce n'est pas la même chose. Si vous avez travaillé sur une crèche, 20 berceaux, si c'est des bureaux, ça peut être des mètres carrés. Donc, essayez de donner quelques chiffres, ça donne de la réalité aussi à votre description. Bien sûr, si vous êtes tout à fait débutant, il faut mettre aussi en valeur vos stages. Vos stages, ce sont des expériences. Donc, vous allez les traiter comme des expériences. Vous n'allez pas juste écrire stage. Vous allez essayer de traduire ça en termes de compétences, de retrouver sur quel projet j'ai travaillé, qu'est-ce que j'y ai fait qui peut être réutilisable dans une autre agence. Et il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Même si vous êtes très junior, voire débutant, il y a toujours des choses que vous avez appris et qui peuvent être utiles ensuite. Donc, pensez bien à décrire votre travail. Voilà. Alors, maintenant, il y a cette partie des activités extra-professionnelles. Bon, c'est une partie qui peut apporter vraiment de l'information, qui peut vous donner des compétences complémentaires. C'est la règle, c'est-à-dire que si vous avez juste à écrire lecture, cuisine, voyage, là, ça n'apporte pas grand-chose. En revanche, si vous avez fait des voyages d'études, ou si vous avez fait un voyage humanitaire avec du bénévolat, si vous avez organisé des choses, si vous dirigez une junior entreprise, si vous faites de la création de mobilier, comme on a mis là dans notre exemple, si vous avez un niveau super extraordinaire dans tel ou tel sport, ou si vous avez fait une expérience
qui sort de l'ordinaire, là, vous pouvez le mettre, toujours en essayant de penser à ce que ça dit de votre personnalité, réutilisable sur un plan professionnel, si possible. Voyez. Alors, ensuite, je vais vous parler du design du CV, c'est-à-dire de sa mise en page, hein, pour être plus simple. Alors, lorsqu'on est architecte d'intérieur, urbaniste, le design, le graphisme, ça fait partie du métier. Donc, c'est assez naturel de proposer un design personnel pour son CV. Alors, ça peut être vraiment une très bonne chose, mais il faut rester sobre, mesuré, professionnel. Hein. Le design, il doit vraiment être au service de la lisibilité, donc souligner la structure, faciliter un accès direct aux informations. Hein. Il a éventuellement un petit rôle de meilleure mémorisation, mais bon, il faut que ça soit en bien. Hein. Donc, méfions-nous des designs trop présents. Arbitrer toujours entre la personnalisation et quand même la lisibilité et une certaine forme de standard. Je ne vous ai pas parlé, je vais en parler là quand même, des robots qui commencent à pouvoir décrypter, analyser des CV. Alors, très peu en architecture, mais quand même, ça vient. Donc, ces robots, ils vont très mal interpréter un CV qui est trop designé. Donc, voilà, soyons méfiants. Les règles de base à ne pas louper hein, pour la mise en page de votre CV. Alors, la lisibilité, y compris à l'écran, puisque la plupart du temps, on regarde à l'écran. Donc, il ne faut pas qu'on ait à zoomer. Hein, donc, il faut que ça soit de taille correcte et de police lisible. Hein, une police assez standard plutôt que des choses trop exotiques qu'on ne peut pas lire. On doit pouvoir aussi imprimer. Ça reste quand même indispensable. Donc, pas de fond noir. Un fond noir, c'est trop difficile à imprimer. Attention au format paysage aussi, qui est peut-être un problème quand on lit des suites de CV qui sont tous en portrait la plupart du temps et qu'on envoie en paysage, ça peut un peu déstabiliser. Donc, c'est pas forcément au service de votre candidature. Donc, la règle pour le design, c'est quand même qu'il accompagne bien la structure. Faites attention, on va le voir après, j'ai des exemples de CV qui ont une composition un peu, on va dire, même pas savante, mais sophistiquée et qui est tout à fait contre-productive. Hein. Donc, faites simple quand même. Hein. Faites simple. Surtout, pensez au lecteur quand même, essayez de faciliter sa tâche parce que c'est votre avantage à vous au final, bien sûr. Hein. Attention aux couleurs vives, aux aplats, aux trucs qui font saigner les yeux, hein, parce que du coup, on va avoir tendance à ne pas trop rester sur ce CV-là. Optimiser l'espace, c'est-à-dire, on voit parfois des CV où il y a beaucoup de blanc et du coup, le CV va faire 3 pages. C'est du gâchis. Hein. On compose tout ça mieux. Le blanc, c'est vrai que c'est beau, mais il ne faut pas que ça soit au détriment quand même de l'efficacité du CV. Hein. Voilà pour le design. Donc après, voici 2 exemples. Donc ça, c'est des mauvais exemples. Alors, je suis désolée, hein, ce sont des CV qui sont issus de banques de données, qui sont libres de droit. Ce ne sont pas de vrais CV. On ne voulait pas utiliser les CV de nos candidats, bien entendu. Donc, bon, ils sont en anglais. Bon, mais enfin, vous voyez très bien sur le CV, là, évidemment, on ne lit pas grand-chose. Ce que l'on voit, c'est ces étiquettes qui ne disent rien sur la personne. Donc, c'est absolument complètement raté. Sur le deuxième CV, on a ce parti pris d'opposer du noir et du blanc, mais qui n'a pas de support rationnel, ça ne correspond pas à une intention, ça ne sert pas le propos, on est sur du gratuit, donc c'est quand même pas forcément une réussite. Je dirais aussi un mot là des petits pictos pour les hobbies.
qui sont réducteurs, qui n'amènent rien. Il vaudrait mieux une petite description. Ces pictos, là, je trouve que ça appauvrit le sujet. Donc ça, c'était donc des CV qui ne sont pas très intéressants. Voici 2 CV qui sont meilleurs. Là, on parle du graphisme, hein. Le contenu n'est pas forcément optimisé, mais en tout cas, vous voyez que là, la structure est bien soulignée. Les différentes parties, elles sautent aux yeux, surtout sur le premier. Le deuxième aussi. Alors, dans le carré gris, il y avait peut-être des informations de contact, je pense. Donc, vous voyez, c'est sobre. On aurait pu, à la limite, vous pouvez même mettre un petit liseré de couleur ou quelque chose comme ça. Je ne veux pas dire qu'il faut du CV noir et blanc à tous les coups, hein, mais restez sobre. Voilà. Alors, pour la photo. Alors, la photo, c'est un sujet qui reste aussi là votre choix personnel. C'est également quelque chose qui peut être un sujet de discrimination. Donc, un CV sans photo, ça va très bien. Aucun problème. Mais c'est aussi une possibilité de faire passer quelque chose de positif de votre personnalité. Alors, on va toujours rester quand même sur du professionnel, c'est-à-dire qu'on va exclure les photos de vacances, les photos de mariage, les photos de fiesta. On essaye d'éviter. On va rester sur de la photo plus ou moins d'identité ou élargie, si vous voulez faire une composition un tout petit peu plus perso, mais sobriété, hein. Et surtout, ça permet de passer une expression du visage, vous voyez, donc des qualités qui vont donner envie de vous rencontrer. Hein. Vivacité, esprit positif, ouverture aux autres, amabilité, bienveillance. Essayez de ne pas être renfrogné ou d'avoir l'air hautain, évidemment, hein, parce que là, c'est contre-productif. Mais voilà, bon, c'est ce que peut apporter une photo, c'est une personnalité qu'on a envie de rencontrer. Mais encore une fois, si vous ne le sentez pas, vous ne la mettez pas. Quelques architectes aiment bien mettre un petit dessin ou une caricature d'eux-mêmes. Ça peut être cool. Ça, si on a un bon coup de patte, j'ai vu parfois, c'était vraiment très bien fait. Mais faut exceller, quoi. Exceller ou pas. Hein. Voilà. Ensuite, le CV en anglais. Donc, ça, c'est une question qui nous a été posée. Alors, c'est pas rien qu'une traduction, hein, parce que les CV anglophones sont construits un petit peu différemment. Souvent, ils sont un peu plus longs, ils sont un peu plus littéraires, il y a plus de descriptions, donc ils peuvent faire 2 pages. La photo y est interdite à peu près. C'est vraiment de mauvais goût de mettre une photo. Et il y a aussi un point, d'ailleurs, qu'on pourrait voir aussi dans le CV en français, mais ce n'est pas la tradition, mais les CV anglophones donnent toujours les références, c'est-à-dire des personnes qui peuvent parler pour vous. Donc, ça veut dire le nom, les coordonnées de quelqu'un qu'on peut appeler pour parler de votre candidature. Alors, l'anglais doit être vraiment de bon niveau, hein, évidemment, hein, pas de traduction automatique. Et puis, aller fouiller un peu, hein, parce qu'il y a des choses qui changent sur les aspects métiers dans le monde anglophone sont différents, donc il y a quand même une adaptation, à faire. Voilà. Donc, là, on a balayé rapidement. J'en suis désolée, trop rapidement peut-être, mais en fait, donc la composition et les contenus du CV. Pour résumer, donc sur les qualités du CV, il y en a 3. C'est vraiment la lisibilité, qui permet un temps de lecture assez court et direct. Un contenu réellement informatif et qui met en lumière vos compétences. Pensez toujours vos compétences, donc décrivez votre travail. Et enfin, sa cohérence avec le poste sur lequel vous apportez votre candidature. Hein. Que ce soit un poste un peu théorique ou un poste sur lequel vous avez vu une annonce formidable, trop formidable, vous voulez répondre, eh bien, faites en sorte que les compétences soient lues dans votre CV. Voilà. Donc, faites très attention, apportez du soin à ce CV. C'est un peu comme votre avatar professionnel. Vous allez l'envoyer, il va avoir une vie.
après sans vous. Il va vous représenter. Donc, c'est vraiment important d'y consacrer de la réflexion en amont et du temps et du soin. Et voilà. Et alors, évidemment, il va aller de pair, il va voyager en synergie avec le book, le portfolio, hein, parce que les architectes, voilà, l'un ne va pas sans l'autre en général et de plus en plus souvent. Donc, je repasse la parole à Laetitia qui va vous parler de comment réussir et préparer votre book. Comme l'a souligné Marie, effectivement, en architecture, la candidature, elle ne se fait pas sans le book. Le book, élément tout aussi important, élément tout aussi structurant d'une candidature et qui, dans la même optique que le CV, doit représenter vos compétences. On va parler de plusieurs points. Alors oui, voilà, c'est vrai, c'est un peu rapide. On essaye de vous donner les grandes clés ce soir. Donc on va discuter book numérique, book versus papier, parce que voilà, c'est une tendance qui s'inverse depuis un certain temps et qui se confirme. Il y a aussi la présentation du book, donc le design, tout comme le CV, les informations à inclure, et puis éventuellement des annexes, voilà, qui peuvent accompagner le book, soit dans l'envoi, soit pour l'entretien. Un book, il faut faire très attention à ne pas tomber dans le catalogue de projet. On voit trop souvent des books où on a juste des images ou des perces qui, dans 90% des cas, ne sont pas celles que vous avez réalisées parce que ce n'est pas votre job en agence. Et malheureusement, on ne lit pas vos compétences vraiment d'architecte, de graphisme, de plan, de coupe, de recherche de volumétrie ou en conception, qu'on a pu éventuellement lire dans votre CV et puis pouf, qui disparaissent dans votre book. Donc, l'important et ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'une fois qu'on est diplômé, le book, il ne s'adresse plus à vos enseignants, il s'adresse à des agences qui ont un besoin à un instant T et qui ont aussi, par nécessité, besoin que vous leur rapportiez quelque chose. Voilà, le donnant-donnant, il va dans les deux sens, ils vont vous former, mais vous, il faut aussi leur apporter quelque chose. Donc, le book, c'est mettre en valeur ces expériences en conception, mais aussi vos expériences techniques ou, entre guillemets, j'aime pas le mot, mais de gratteur. C'est-à-dire la collaboration sur des pièces graphiques vraiment d'architectes, type plan, coupe, carnet de détails ou assimilé. L'idée, c'est de... c'est pas de prôner plus donc la version papier ou la version numérique, les deux peuvent se faire, mais il y a une tendance, c'est évidemment le numérique, vous le savez, vous communiquez tous par email, plus personne ne fait du porte-à-porte ou n'envoie son book par courrier. Voilà, donc bon, clairement, le book PDF est le meilleur outil actuellement pour accompagner le CV. Il y a des avantages. Il y a le fait que ça se transmet directement en pièce jointe dans l'email. Et puis, c'est modulable, on peut le faire évoluer. Voilà, souvent, on fait ça sur InDesign. Donc, on peut rajouter des pages comme on veut, en extraire, modifier les documents. C'est assez facile, mais il faut respecter certaines règles. Les books, en général, c'est un poids de 10 mégas max. L'idéal, c'est 5. Je peux comprendre que des fois, on ait du mal à descendre à 5 en fonction de ce qu'on veut présenter. Mais voilà, il faut essayer vraiment de tendre vers quelque chose d'assez léger. Vérifiez la résolution de vos documents à l'écran. N'hésitez pas à faire des tests sur un écran 13 pouces, mais aussi sur un 21 par exemple, parce que voilà, on ne verra pas les mêmes choses. Et des documents flous ou pixelisés, c'est vraiment très mauvais, mais très mauvais dans l'appréciation qu'on va se faire du candidat. Donc, ça vous dessert et c'est dommage. Si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, que vous avez fait éventuellement, vous avez réalisé beaucoup de pertes en agence, ou vous avez travaillé sur des projets hyper conséquents avec des plans très lourds, avec beaucoup de calques, etc., que vous n'arrivez pas à les traiter pour réduire la taille, le lien, WeTransfer, Dropbox ou autre, c'est possible, hein, il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment, vraiment
vérifier que le temps d'affichage, une fois qu'il est téléchargé, ce ne soit pas 10 minutes par page, parce qu'on en reçoit beaucoup des liens, et tout le monde n'a pas forcément un ordi hyper puissant, même si les agences en général, elles sont bien équipées, mais les recruteurs un peu moins. Donc, il est vraiment important de vérifier qu'une page, c'est maximum 30 secondes, 1 minute pour l'affichage. Au-delà, ça devient long, ça devient pénible pour nous lecteurs et on a tendance à abandonner la candidature. Il y a aussi les books consultables en ligne. Donc, soit c'est sur des plateformes style Issu, ou alors ça peut même être des sortes de mini-sites personnels ou des blogs. Moi, je dis pourquoi pas. Par contre, il faut vraiment avoir en tête qu'il faut donner la permission de télécharger le book, parce qu'il y a beaucoup d'agences qui vont en fait regrouper les candidatures, faire un pré-tri, les imprimer, en faire des dossiers par candidat, et puis attendre par exemple un comité de direction ou attendre d'avoir tous les associés réunis pour pouvoir en discuter en réunion. Et on n'affiche pas forcément les candidatures sur l'écran de télé qui est en salle de réunion. Donc, il y a une importance à ce que ça puisse être téléchargé. Oubliez tout ce qui est plateforme avec des codes d'accès ou alors avec la nécessité de création de comptes. Les agences et même nous, les recruteurs, on ne le fera pas. Donc, voilà, encore une candidature qui passera à la trappe. Le book, ce n'est pas juste un envoi dématérialisé ou courrier, mais je vous dis, ça ne se fait plus. Mais c'est aussi une présentation en entretien. Donc, le book numérique, le book PDF, on peut le présenter en entretien sur un ordinateur portable, sur une tablette, aucun souci. Mais ne venez pas avec l'iPad mini, voilà, où clairement, on va être obligé de zoomer pour voir chaque document. Et à force de zoomer, on perd le fil du book, on s'en mêle dans l'entretien et puis ça ne fonctionne pas. Et la personne qui est en face de vous aura beaucoup de mal à se faire une idée globale, en fait, de votre présentation. Surtout, ne jamais prendre de clé USB parce que vous ne savez pas comment sera équipée la salle dans laquelle on vous recevra. Ça se trouve, il n'y a pas d'ordi. Peut-être qu'il ne marchera pas, peut-être que l'agence ne voudra pas que vous connectiez votre clé pour des questions de sécurité, virus, etc. Donc ça, clairement, on oublie. L'idéal, franchement, c'est de pouvoir imprimer un book papier et puis d'amener son ordi. Le book papier, parce que c'est une vision, comme je vous le disais, globale, on tourne les pages, on revient en arrière, ça c'est facile, on peut mettre en parallèle les choses, c'est plutôt pas mal. L'ordi, l'avantage qu'il peut avoir si vous l'amenez en complément, c'est éventuellement si vous avez un document de très bonne résolution dans votre book et que vous voulez zoomer dessus parce qu'à l'impression c'est un peu petit, et bien voilà, l'ordi ou la tablette, ça peut servir à ça et là ça devient intéressant. L'essentiel de toute façon, c'est que le book, comme le CV, il soit structuré, bien présenté et vraiment avec les informations qu'une agence ou qu'un recruteur recherche. Dans la présentation du book, il faut des documents. Voilà. Donc, sans document, pas de book. Donc, évidemment, quand on travaille dans une agence, il faut demander l'autorisation. Certains projets sont confidentiels. Certaines agences ne souhaitent pas qu'on communique non plus ou qu'on présente à l'extérieur de l'agence des documents que vous avez pu faire en interne. Mais dans la mesure du possible, voilà, il faut arriver à obtenir les autorisations de copier les documents sur lesquels vous avez collaboré ou produit. De toute façon, ce sont vos documents à vous que vous devez présenter. Sûrement pas la perce de votre collègue sur laquelle vous n'avez pas mis une couleur. Et la confidentialité, si on vous la demande, elle doit être respectée, ça c'est normal. Vous pouvez éventuellement essayer de demander aux agences, si pour les projets confidentiels, ils vous autorisent à éventuellement présenter un zoom d'un détail, un extrait plan, enfin voilà, quelque chose qui, sorti de son contexte, ne permette pas de comprendre le projet, mais qui permettrait à vous de mettre en avant des compétences. L'image du projet, c'est intéressant. Je ne dis pas de ne pas mettre de perspective ou de photos du projet réalisé. Évidemment, on a envie de connaître un peu l'esthétique, la matérialité du projet sur lequel vous avez travaillé. Mais ça ne peut pas être
que ça. Voilà, je le répète, ce n'est pas un catalogue, c'est vraiment l'expression de ce que vous avez pu acquérir et de ce que vous savez faire. Donc, en plus de ça, il faut vraiment choisir des documents qui mettent toutes vos compétences opérationnelles en avant. Je me répète, un extrait de détail pour un carnet de détail, éventuellement une petite faisabilité, une recherche volumétrique, des ébauches pour un concours, des plans, des coupes, une élévation, un plan masse, savoir faire un bon plan masse bien illustré qui donne les bonnes infos, c'est pas négligeable non plus. Mais surtout la diversité des documents lorsque elle est possible, parce que vos expériences font que, est vraiment très intéressante, et aussi la diversité des phases. Parce que sur chaque phase de développement d'un projet, voilà, on n'a pas les mêmes infos, on ne vous demande pas la même chose, on ne vous demande pas l'approfondissement d'un détail de la même façon. Donc, c'est vraiment intéressant d'essayer de diversifier. La spécialisation, ça peut être une force. Il faut, voilà, quand on a fait que du logement, et bien pourquoi pas. Par contre, il faut savoir que quand vous allez candidater sur d'autres types de programmes, parce que éventuellement vous avez envie de passer sur des ERP, ça peut devenir un peu compliqué. Et c'est là surtout qu'il faut vraiment essayer de prendre des documents plutôt techniques, ou mettre en avant vraiment de la conception que vous avez pu faire pour dire, voilà, j'ai fait que du logement, mais je saurais parfaitement m'adapter sur un nouveau programme, je saurais faire. Donc, toujours le même principe, vraiment axer aussi sa candidature par rapport au poste sur lequel vous voulez postuler. La charte graphique, parce que on ne pose pas ces documents n'importe comment, comme on veut, voilà. La charte graphique, c'est pour nous lecteurs très important, parce qu'en fait, quand on a assimilé comment fonctionne votre présentation, notre œil va très vite aux infos qui nous intéressent. On ne perd pas de temps, on est content, c'est clair, c'est lisible, on trouve nos infos, et là, hop, bingo, si en plus le fond est intéressant par rapport au poste, on vous appelle, on a envie d'en savoir plus en entretien. Mais par contre, charte graphique, pensez aussi sobriété, comme pour les CV. Attention, les couleurs trop flashy, les aplats, tous les petits gris-gris qui viennent perturber l'œil. On comprend que vous ayez envie d'y mettre votre création, enfin votre créativité, mais attention, trop de créativité, ça peut être très mal perçu aussi, parce qu'après, ça devient une sorte d'œuvre d'art, entre guillemets. Et l'œuvre d'art, c'est subjectif, donc on va aimer, on ne va pas aimer, on ne va pas s'attarder sur le fond. Ce qui nous intéresse, c'est le fond, c'est ça qui doit être mis en avant absolument. Avec un contenu varié en échelle, en phase, éventuellement en type de document, mais ne pas tomber dans la fiche de projet rigide. C'est-à-dire, il est hors de question d'avoir des pages toutes similaires avec exactement le même type de document par projet. C'est-à-dire, projet A, vous allez mettre plan coupe élévation, projet B, plan coupe élévation, projet C, plan coupe élévation. Non. Sur chaque projet, votre collaboration aura été différente, ce que vous aurez appris aura été différent, et ça, il faut le montrer. Cette diversité, il faut la montrer. Et surtout, des documents que vous avez réalisés. Voilà, on a trop souvent des documents, quand on pose des questions, on nous répond « Ah, non, c'est un tel, mais je l'ai mis parce que je voulais expliquer que… » Non, 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 non. Surtout les documents que vous avez produits, pas ceux du voisin. L'organisation du book. C'est comme le CV, c'est antéchronologique. Ce qui nous intéresse, c'est quand même les expériences les plus proches de l'instant où vous postulez. Donc, on fait exactement pareil. On commence par les expériences les plus récentes. Après, on peut organiser de différentes manières. Ça peut être par typologie, mais ça peut être aussi par exemple, projet professionnel. On y inclut bien évidemment dans le professionnel les stages, et ça peut être aussi les projets étudiants à la suite. Mais vous êtes diplômé, donc ne valorisez pas vos projets étudiants. Ce n'est pas ça qu'on va rechercher. Ça peut être intéressant. Effectivement, ça va nous donner des clés sur votre mode de pensée, sur, on va dire, votre vision de l'architecture et comment vous avez pu créer certains projets sur certains thèmes, soit.
Mais maintenant, vous êtes professionnel, donc ça ne peut pas être ciblé que sur les études. Et surtout aussi, pensez bien à mettre votre PFE. C'est un projet qui nous intéresse parce que c'est un projet en école qui est plus long et sur lequel vous y avez vraiment mis votre personne. Donc ça, c'est très intéressant, mais pareil, on ne fait pas 5 pages sur le PFE, on essaye de cibler les documents, tout comme pour les projets en agence. Sur les informations à inclure, il y en a qui sont obligatoires. Première règle, la page de garde, avec au moins votre nom, prénom, parce que ça, il y en a plein, on reçoit les books, il n'y a pas de page de garde, il n'y a rien. Une fois qu'on imprime, eh ben, on ne sait plus à qui il est ce book, donc c'est bien dommage. Surtout pour chaque projet présenté, précisez bien le nom de l'agence, le nom du projet, le lieu, les phases sur lesquelles vous avez travaillé et les missions réalisées. Là, sur le book, vous avez droit à un peu plus de pages que sur le CV. Donc, n'hésitez pas à mettre 2-3 lignes, pas plus, voilà, en mettant clairement qu'est-ce que vous avez réalisé et si c'était en collaboration, en complète autonomie, enfin voilà, tous ces petits détails nous intéressent. Il faut aussi préciser le maître d'ouvrage qui voilà, commandité le projet, le bureau d'études, l'entreprise, enfin, le milieu de la construction, c'est un petit milieu, on se connaît à peu près tous, on connaît comment fonctionne chaque entité et c'est toujours très intéressant de savoir avec qui vous avez collaboré ou pour qui. Après, il ne faut pas oublier les éléments quantitatifs, surface, nombre de logements, nombre de chambres pour l'hôtellerie ou les résidences étudiantes, les montants de travaux, parce que peut-être que certains d'entre vous auront fait du chantier, donc ça aussi, c'est important. Et puis, eh bien, les fameux projets confidentiels, eh ben, qu'est-ce qu'on en fait? Surtout si en plus vous avez une super expérience sur ces projets, c'est dommage de ne pas pouvoir en parler. Donc, l'idéal est de faire au moins une page, voilà, une page blanche. Vous mettez le nom du projet, l'agence, vous mettez vos missions, ça vous avez le droit de le mettre. C'est pas confidentiel hein, de dire que j'ai dessiné le carnet de serrurerie. Et puis, vous mettez projet confidentiel. Et là, je veux dire, il n'y a aucun souci. On comprend tout à fait. Mais on comprend aussi que vous avez eu, voilà, qu'il s'est passé un truc à un moment dans votre carrière sur ce projet qui était très intéressant. Vous ne pouvez pas communiquer dessus, mais en entretien, vous pourrez en parler. Donc ça peut aussi voilà, attiser la curiosité du lecteur. Ce qu'il faut éviter absolument, c'est les pavés de texte. Alors ça, on en a beaucoup qui nous parlent du concept, du projet, du pourquoi, du comment. Bon, c'est sympa, mais honnêtement, on le lit peut-être sur le premier projet et puis après, on abandonne parce qu'on n'a pas le temps, que ce soit nous, que ce soit les agences. Il y a beaucoup de personnes qui candidatent sur les postes et ça a tendance à prendre la place sur des documents graphiques qui seraient beaucoup plus pertinents et qui nous en diraient beaucoup plus, surtout que généralement, en agence, la conception, elle reste quand même chez les dirigeants. Donc, voilà, puis c'est rarement les jeunes diplômés qui la font. Si par chance, vous avez eu la possibilité, évidemment, de partir de la page blanche et de dessiner quelque chose ou sur un concours, pourquoi pas mettre 2 mots? Mais voilà, on ne tartine pas de 10 000 lignes et de 10 000 colonnes comme si c'était un livre à lire. Ça, c'est non, c'est trop. De toute façon, ce discours, vous pourrez l'avoir au moment de l'entretien sans aucun problème. Ce qu'il faut aussi éviter, comme je vous le disais, c'est la mauvaise qualité des images ou des pièces graphiques présentées. Dans ce cas-là, ne mettez rien, franchement. Si vous n'avez rien d'autre, on ne peut pas faire autrement. Mais essayez de prendre le temps de les retravailler ou éventuellement peut-être de redessiner un peu pour que, voilà, que ce soit vraiment lisible et qu'on n'ait pas l'impression que vous manquez de rigueur ou que vous ne savez pas maîtriser les logiciels de mise en page ou de traitement d'images qui font quand même partie de notre métier. Ce qui est aussi important, ce sont les annexes. Un book, ça peut vite devenir lourd, long.
Et du coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'envoie à chaque fois mon lien avec 40 pages, sachant que, évidemment, les 40 pages, on va les survoler parce que ça prend du temps à lire. Donc là, ça peut être intéressant de décliner en fait son book et de faire des sortes de mini-books qui peuvent être vraiment ciblés par rapport au poste sur lequel vous candidatez. Par exemple, si c'est un poste non générique, parce que des postes génériques, on en a plein, architecte, assistant Revit, architecte, assistant Archicad ou je ne sais quoi, bon, voilà, là, c'est difficile de cibler quand on ne sait pas sur quel projet on va travailler. Mais on peut se renseigner sur l'agence. L'agence fait peut-être plus de logements, peut-être plus de bureaux. Et dans ce cas-là, voilà, on peut essayer de faire des mini-books à thème, par exemple. Sur le logement, si vous postulez sur du logement, sur le bureau, mais en n'oubliant pas de préciser dans votre mail de candidature que vous avez un book complet que vous pourrez transmettre sur demande si c'est nécessaire, soit que vous pourrez présenter en entretien. De toute façon, vous l'amenez en entretien, quoi qu'il se passe, même si ça ne vous est pas demandé, parce que ce serait ballot au cours de l'entretien de ne pas avoir les documents sous la main. Ça peut être aussi, vous pouvez avoir un book qui fait 10-15 pages, ce qui généralement est suffisant pour une candidature, mais y mettre des petits dossiers, par exemple, techniques, en annexe. Ça, c'est pas inintéressant. Pour ceux qui ont eu la possibilité voilà, de travailler sur des phases post-PC, un carnet de détails, ou éventuellement, peut-être certains qui ont suivi un peu de chantier, de la conformité architecturale, un petit plan de synthèse, un petit visa. Voilà, c'est des choses qui peuvent être difficiles à mettre dans le book ou qui alors, voilà, vous êtes déjà arrivé à pas mal de pages, vous avez déjà fait un tri, mais ceux-là, vous avez quand même envie de les montrer. Et bien, n'hésitez pas à faire des petites annexes, pareil, que vous pouvez dire, je peux vous les envoyer sur demande, ou tout du moins, vous pouvez les emmener en entretien, et c'est pas perdu, et ça permet vraiment d'avoir une belle candidature complète. En parlant du design, je reviens juste très rapidement sur les documents à mettre dans le book. Bien évidemment, ça, c'est juste un petit patchwork qu'on a fait qui, voilà, c'est des images libres de droit. Comme pour le CV, on ne s'est pas permis de prendre des books ou des CV réels parce que voilà, c'est très délicat. Donc, ce que je voulais juste vous montrer là, c'est que on peut mettre une perce, on peut mettre un plan, on peut mettre une petite volumétrie, un détail. Ce qui est important, c'est que ce soit bien lisible, qu'il y ait les légendes. Attention à bien mettre les légendes. C'est ça, c'est très important. Même si ça paraît bête, parce que oui, un plan, oui, merci, on sait que c'est un plan, mais quand même, c'est une histoire de rigueur. Et puis, un plan de rez-de-chaussée peut ressembler à un plan de R+4, mais le plan de rez-de-chaussée est peut-être plus intéressant. Enfin, voilà, la légende est extrêmement importante. Et puis, comme vous le voyez donc en haut à gauche de l'écran, ce que je vous disais, toutes les mentions de maître d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, programme, lieu et surtout vos responsabilités. C'est vraiment ça qui nous intéresse avec votre niveau, on va dire presque votre intitulé de poste. Attention, certains ont des contrats, oui, parce que j'ai déjà eu le cas et je l'ai souvent, certains d'entre vous me disent, oui, mais sur mon contrat, il y a écrit dessinateur-projeteur, mais moi, j'ai fait plus que ça. Mettez-moi un intitulé qui correspond à votre réelle expérience, pas à ce qui peut être notifié sur le contrat parce que vous avez pu évoluer et ça ne correspond plus forcément. Le CV et le book, c'est pas figé. C'est quelque chose à remettre en question régulièrement. 5 ans en agence, ça ne veut pas dire que c'est 5 ans où on ne met pas à jour son book et on se réveille au bout de 5 ans. Là, ça devient long, ça devient fastidieux. On n'a pas envie de le faire, il faut repartir à la pêche aux infos, évitez ça. Voilà, ça demande un petit travail régulier, mais pensez à faire votre, on va dire votre pool de documents et de bien noter les infos sur les bureaux d'études ou sur les surfaces, sur trop de fois, ça arrive vraiment trop souvent, des candidats qui me disent « Ah, je me souviens plus, ça fait déjà 1 an ». Mais 1 an, c'est pas loin. Un
Un an, c'est pas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je peux comprendre. Il y a un an, non. Donc, voilà, il faut vraiment que vous partiez avec les bonnes infos, quitte à vous faire des petites fiches mémoire, à réviser. Mais c'est hyper important de ne pas répondre à un entretien, mais que ce soit avec nous, recruteurs, ou avec une agence, je ne sais pas. Ça, entre guillemets, on tolérera moyennement parce que votre expérience est courte et qu'on estime que voilà, vous êtes capable d'avoir les infos nécessaires sur les différents projets. Donc, surtout, gardez bien en tête argumentation et stratégie. Voilà. On a fait le point sur les CV, on a fait le point sur les books. Comme on vous le disait, c'est assez rapide. C'est vraiment les grandes clés. Voilà, pour vous aider à progresser sur votre candidature. On est désolé de ne pas faire plus long, mais on sait que pour beaucoup d'entre vous, le temps est compté. Donc voilà, on a essayé de faire un format qui puisse correspondre aux activités de chacun. Pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas encore, vous pouvez voilà, consulter nos offres sur le site archibat.com. Vous pouvez nous envoyer vos candidatures pour les postes concernés. Vous pouvez postuler directement sur le site, sur les offres. S'il vous plaît, pensez à joindre votre book. On reçoit trop souvent que les CV. Et je crois que pour joindre les books, il faut faire autre document. Voilà, juste pour info. Évidemment, on essaie de répondre à tout le monde dans la mesure du possible. C'est parfois compliqué. En tout cas, sachez que si vous répondez aux critères de l'offre, ou tout du moins si on a envie d'en savoir plus, on vous rappellera. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram. On essaye bien évidemment voilà, de mettre en place des webinaires de façon récurrente. Il y a eu la question pour les expérimentés. Oui, nous en ferons un voilà, sur le CV et le book, on va dire pour les profils plus seniors. Et pour les offres, on a aussi des alertes sur notre site. Donc, n'hésitez pas à les mettre en place voilà, pour être notifié le plus rapidement possible. En tout cas, nous vous remercions de votre attention ce soir. On vous remercie d'être là, de nous avoir écoutés. On espère vraiment voilà, vous avoir aiguillé au mieux. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Dominique, voilà, qui a regroupé vos questions et qui va nous les poser. Et on va essayer d'y répondre le mieux possible avec Marie-Pierre. Merci. Eh bien, bonsoir à tous. Vous avez été très nombreux à nous suivre, donc on a pas mal de questions. Alors, je commence. Comment insérer les périodes de travail en tant qu'indépendant dans un CV? Alors, Marie-Pierre, peut-être tu peux répondre à cette question. Oui, je vais répondre. Donc, si vous avez une double activité libérale et salariée, ça va dépendre de leur chronologie, mais vous pouvez les insérer dans votre cursus si elles viennent les unes après les autres. Mais comme c'est souvent simultané, vous allez vraisemblablement devoir faire 2 thèmes, donc séparés, et puis mettre en avant peut-être. Si vous faites un CV, c'est que vous postulez à peut-être un emploi salarié, donc vous allez peut-être mettre quand même en avant les activités salariées et mettre les activités libérales dans une deuxième partie. Ok, alors, qu'est-ce que vous pensez, est-ce qu'on peut mettre des images de projets dans un CV? Marie-Pierre, tu en penses quoi, des petites illustrations? Ça peut, alors évidemment, c'est un peu de la décoration, on va dire, hein, puisque on ne pourra pas vraiment lire quoi que ce soit. Ça sera de l'ordre de la vignette. Donc, faut penser stratégie. Est-ce que ça peut vraiment servir? Si c'est peut-être quand même un projet extrêmement célèbre, bon, mais ou alors est-ce que c'est pour égayer un petit peu? Enfin, réfléchissez bien. Pourquoi pas? Mais normalement, ça va beaucoup plus dans le portfolio. Alors, concernant justement le portfolio, le nombre maximum de pages pour un book. Laetitia, est-ce qu'il y a un nombre recommandé de pages?
il n'y a pas de règle, mais on va dire que 15-20 pages, c'est quand même bien. Voilà. Au-delà, ça devient un peu long et souvent, on se rend compte que c'est très redondant. Donc voilà, je pense que 15-20 pages, c'est pas mal. Alors, si on postule dans une autre agence tout en étant en poste, est-ce qu'on peut demander à l'agence la permission d'utiliser des éléments? Comment ça se passe sans la mettre au courant de la démarche? Et comment créer son book dans ce cas-là? Ouais. Alors, sans être au courant de la démarche, effectivement, ça devient un peu compliqué. Bon, tout dépend aussi de l'entente que vous avez en interne, hein, bien évidemment. Voilà, si ça se passe très bien et que vous partez parce que vous avez envie de prospecter ailleurs, de travailler dans un autre type de programme, d'échelle de projet ou autre, vous pouvez essayer d'en toucher deux mots. Je veux dire, franchement, les agences ne le prennent pas mal dans ce cas-là. Par contre, si c'est une agence avec laquelle vous ne vous entendez pas bien et que vous partez parce que, voilà, là, ça devient très compliqué de demander les documents, bien évidemment. Mais c'est un droit, vous avez travaillé dessus, c'est un droit de le demander. Donc, moi, je serais vous, je le ferais, mais en mettant la forme. Et dans l'agence dans laquelle vous postulez, bien évidemment, quand vous êtes en poste, il faut le préciser en poste, candidature confidentielle. C'est très, très important. Est-ce que c'est intéressant de rajouter une page style mini-book avec le CV pour attirer l'attention et donner envie de lire le book? Non. Non, non, c'est mieux de faire le CV et le book. Ouais. Voilà, exactement. Ces mini-pages en plus sont contre-productives. Hein. C'est souvent que des petites images ou des choses comme ça. Enfin, ça n'a pas grand intérêt dans une candidature. Si on a une expérience qui n'est pas directement liée à l'architecture, dans les expos, cinéma, est-ce qu'il vaut mieux les mentionner dans le CV plutôt que de laisser un trou dans le CV? Alors, absolument, il faut les mentionner, hein. Bien sûr. Vous pouvez tout à fait il faut les mentionner. Après, c'est à votre choix. Soit vous les mettez dans le déroulé chronologique, ou bien vous les mettez peut-être dans vos autres expériences extra-professionnelles, ou bien vous faites deux thèmes, ça dépend de la quantité. Hein, là, c'est vraiment une question de quantité. Si c'est moitié-moitié, vous faites deux thèmes dans vos expériences, hein, expérience architecture et puis expérience événementielle ou je ne sais quoi. Hein. Mais en tout cas, vous pouvez tout à fait les mettre. Et si jamais vous pouvez en sortir des compétences réutilisables en archi et les écrire, c'est tout gagné. Alors, j'ai eu une question où on me dit que l'architecte est normalement créatif. Est-ce qu'il ne devrait pas faire preuve d'un peu d'originalité sur son CV? Oui, bien sûr, on peut faire preuve d'originalité sur son CV, mais rester quand même, il ne faut pas que ça nuise à la lisibilité, il ne faut pas que ça viole certaines règles élémentaires, mais un peu d'originalité, pourquoi pas? Soyez à ce moment-là à la fois un peu libre, mais peut-être aussi un peu autocritique, ou montrer à quelqu'un d'autre, prenez un autre avis pour voir si vous n'avez pas fait, quand même, si vous n'êtes pas allé trop loin. Mais bon, après, c'est une question aussi de personnalité et de conviction. Bon, pourquoi pas? Mais vous prenez un peu de risque. Mais ça, pourquoi pas, hein? Si vous avez envie de prendre un petit peu plus de risque parce que vous voulez montrer quelque chose, pourquoi pas? Mais bon, faut mesurer quand même. Faut être prudent. On a parlé d'un nombre maximum de pages pour le book. Est-ce qu'il y aurait un nombre minimum de pages? Je ne pense pas qu'il y ait un nombre minimum de pages, mais je dirais qu'en dessous de 5 pages, ça fait un peu léger quand même. Ah oui. Voilà, il y a quand même des choses à montrer. Même quelqu'un qui vient de sortir de l'école, il a quand même fait des stages, donc bon, ou tout du moins, il y a les projets d'école, donc je trouve qu'en dessous de 5 pages, c'est un peu inquiétant.
Au niveau des questions, il y a de nombreuses questions sur le nombre de pages pour le CV. Donc, on redit que le nombre de pages pour le CV, c'est Alors, 1 à 2 pages. pour le CV d'un junior, à moins de 3 ans d'expérience, vous n'avez sans doute pas tellement de raison de dépasser 1 page. Après, si vous avez, après 10 ans d'expérience ou selon le parcours, vous pouvez effectivement avoir sans aucun problème 2 pages. Franchement, moi, un CV en 2 pages, je le lis très bien. Hein, donc, la règle d'1 page, elle n'est que pour les juniors après. Mais par contre, CV de 4 pages, jamais de la vie. Très bien. Est-ce que c'est un droit est-ce qu'en fait, on a un droit de pouvoir utiliser les pièces graphiques des agences dans lesquelles on travaille, ou est-ce qu'on peut vraiment nous les refuser, ou est-ce qu'on a le droit? Souvent, quand vous signez un contrat avec une agence, voilà, il y a souvent des clauses liées à ça. Donc, c'est à lire sur votre contrat. Ça peut effectivement quelque chose qui peut vous être refusé. Ils sont dans leur droit de dire que ce qui est créé sous le nom de l'agence leur appartient et ils ne vous laissent pas la possibilité de le montrer. Maintenant, c'est franchement rare. Je veux dire, eux aussi, quand ils recrutent, ils sont bien contents de voir des CV et des books avec des documents. Donc, voilà. Et oui. Peut-on mettre d'autres pièces dans le portfolio, d'autres documents comme des photographies, de bibliographies, des choses plus personnelles? Tout est possible. Maintenant, ça ne doit pas prendre le pas sur ce que l'agence peut rechercher. Effectivement, ça peut être lié à vos hobbies ou à des études parallèles que vous avez pu faire, par exemple une expérience quand vous partez faire de l'humanitaire dans un pays à l'étranger, que vous avez éventuellement participé à la construction d'une école. Bien évidemment, vous pouvez mettre tout ça. Mais c'est comme pour le CV, il faut que ce soit pertinent sur votre candidature. Voilà. Mettre les livres que vous avez lus, aucun intérêt. Alors, une question concernant les femmes, voilà, j'en ai de la femme hier. Est-ce qu'on doit indiquer le nombre d'enfants sur le CV pour une femme ou un homme aussi d'ailleurs, hein? Mais là, c'est une Non. question qui a été Non, faite par bien une sûr que femme. non. Hein. Bien sûr que non. Il n'y a aucune raison de le faire, sauf si vous avez vraiment très, très envie de le faire pour une raison ou une autre, mais normalement, on ne le met pas. Hein. À moins que vous vouliez préparer le fait que vous devez partir tous les soirs à 4h30. Mais... Oui, donc que ce soit le statut marital ou les enfants, ce n'est pas obligatoire. Hein. Non, ni le statut marital, non. Bien entendu. J'ai des questions pour les étrangers. Est-ce qu'il y a quelque chose à préciser sur le CV au niveau administratif? Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Alors, tout dépend de votre situation. Mais en tout cas, si vous avez une autorisation de travail, il faut absolument le mettre. Si vous êtes autorisé à travailler en tant qu'étudiant, mettez-le. Alors, bon, vous le mettez à un endroit qui n'est pas... Bon, alors ça peut être avec l'état civil. C'est juste quelques mots, hein, titre de travail étudiant, quelque chose comme ça, mais mettez-le. Parce que sinon, on peut se dire, oh, bon, je ne sais pas trop, bon, bah, je verrai après pour cette personne parce que je ne suis pas sûre qu'elle soit autorisée à travailler. Voilà, c'est ça. Si vous n'avez pas d'autorisation de travail, bon, bah, vous ne pouvez pas le mettre. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué du coup. Mais si en tout cas vous en avez une, vous le mettez. Concernant tout ce qui est un petit peu congé de maternité un petit peu long, année de césure, comment on peut articuler ça dans un CV? Alors, est-ce qu'on le signale, on le met, ça fait un trou, mais bon, il faut quand même mieux mettre quelque chose que de laisser un trou. Ça dépend. Si effectivement vous êtes déjà très débutant, vous avez qu'1 an d'expérience et puis 1 an de maternité, bon. Alors, c'est peut-être des choses qui vont en général plutôt se dire à l'oral. C'est rare.
essayez de voir si vous ne pouvez pas, pendant votre arrêt maternité, vous avez peut-être, je ne sais pas, fait autre chose qui puisse, fait quand même un projet d'appartement. Mais bon, les arrêts maternité, on ne les mentionne pas normalement. Mais bon, si vous voulez le mettre, pourquoi pas. Ce que l'on peut faire à ce moment-là, c'est… bon, enfin, nous, on a l'habitude quand même de voir si c'est une jeune femme et qu'il y a un trou, et voilà, et on n'en tire pas de conclusion. Hein. Mais… Ok, merci. Peut-on joindre des lettres de recommandation des anciens employeurs? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui, oui, c'est très bien. C'est même très bien. Alors, on vous invite à les demander en quittant les agences lorsque c'est possible. Oui. Ça, c'est très bien. Est-ce que quand on est étranger, est-ce qu'on doit mentionner sa nationalité au niveau du CV? Non, c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Vous pouvez la mettre, mais c'est pas du tout obligatoire. J'ai toujours encore des questions sur le nombre de pages du CV. Là, j'ai une question, 4 ans d'expérience, 3 pages. Non, ça me semble C'est sans trop. doute trop. Voilà. Quand on a 15 ans d'expérience, bon, dans tous les cas, essayez de réduire à 2 pages. Comment décrire une expérience de 2 à 3 jours par semaine en statut de freelance sur 6 mois, par exemple? On écrira juste peut-être à temps partiel. D'accord. OK. Bon, bah, écoutez, est-ce qu'on peut mettre dans un CV des conférences auxquelles on a participé, des visites, pour montrer que malgré le manque d'expérience, on a un savoir-faire? Oui, si c'est fait intelligemment, pourquoi pas? Bien sûr, il faut faire feu de tout bois quand on n'a pas beaucoup d'expérience. Donc, si vous faites des visites ou essayez de les décrire un tout petit peu pour qu'elles aient l'air d'apporter un certain type de compétences. Mais oui, vous pouvez le mettre, tout à fait. Voilà, bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des principales questions qu'on a eues ce soir. Donc, je vous remercie. Merci à tous pour votre participation. Et on vous donne rendez-vous dans 2 mois, je pense, pour un webinaire pour les architectes expérimentés. Je voudrais juste préciser qu'on va vous transmettre un questionnaire de satisfaction. Voilà, ce serait vraiment très gentil à vous si vous pouviez le remplir et nous le renvoyer. C'est aussi pour nous faire progresser sur nos prochains webinaires. Et voilà, donc on vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. À une prochaine fois.